Cro-Blanc, Jack London. Chapitre 17. La haine. Entre les mains du dieu démon, Cro-Blanc ne tarda pas à devenir à son tour une véritable bête fauve. Il était tenu à la chaîne dans un enclos situé derrière le fort et où Beauty venait le nourrir et surtout l'agacer, l'irriter par toutes sortes de tourments, le repoussant peu à peu vers l'état sauvage. Le maigrichon avait découvert l'exaspération immédiate du jeune loup lorsqu'on riait de lui, et ne manquait jamais de s'en moquer en s'esclaffant et en le montrant du doigt, surtout après l'avoir battu ou lui avoir fait subir des traitements barbares. Cro-Blanc se sentait devenir fou. Dans les crises de rage démente qui le saisissaient alors, il devenait plus fou que Beauty Smith lui-même. Cro-Blanc était déjà l'ennemi de sa propre espèce, il devint l'ennemi de l'univers entier. Sa haine était aveugle, furieuse et sans la moindre lueur de raison. Il haïssait la chaîne qui l'attachait, le passant qui le regardait à travers la clôture de l'enclos, le chien qui accompagnait ce passant et grondait à sa vue, insultant à son sort. Il haïssait le nuage qui passe, l'oiseau qui vole, le bois et le fer dont était fait l'enclos, et par-dessus tout, il haïssait Beauty Smith. Mais celui-ci, par-delà sa démence, avait un but dans ce qu'il faisait. Un jour, un certain nombre d'hommes blancs se réunirent autour de l'enclos. Beauty, le gourdin à la main, entra et détacha la chaîne du cou de Cro-Blanc. Celui-ci put alors aller et venir dans l'enclos. Il commença par vouloir se jeter sur les hommes qui entouraient la palissade, mais elle était trop haute. Les hommes l'admiraient. C'était un animal immense, d'une beauté athlétique et d'un aspect formidable. Sa taille dépassait 5 pieds en longueur et il faisait bien 2 pieds et demi à l'épaule. De son père, il avait la résistance et la musculature. De sa mère, il avait hérité les robustes proportions et la solide ossature du chien, en sorte que, sans un atome de graisse superflue, il faisait dans les 45 kilos de nerfs, d'os et de muscles. C'était un splendide combattant. La porte de l'enclos s'ouvrit. Cro-Blanc resta immobile. Quelque chose de nouveau allait sûrement se passer. La porte s'ouvrit un peu davantage, puis se referma violemment sur un énorme molosse qu'on avait poussé à l'intérieur. Cro-Blanc n'avait jamais vu de chien de cette race, mais ni la taille impressionnante, ni l'aspect arrogant du nouveau venu ne le troubla. Il ne vit en lui qu'un être qui n'était ni en bois, ni en fer, et sur lequel il pouvait enfin faire passer sa haine. Il ne fit qu'un bond sur le molosse, et d'un coup de croc lui ouvrit le cou. Le molosse secoua la tête, gronda furieusement, et fonça sur le jeune loup qui, sans attendre, commença selon sa coutume à bondir à droite, à gauche, lançant des attaques foudroyantes, puis reculant d'un bond pour se mettre hors d'atteinte. Du dehors, les hommes s'enthousiasmaient, criaient et frappaient dans leurs mains, tandis que Beauty Smith paraissait en extase devant la merveilleuse efficacité de sa méthode de dressage. Dès le début, il fut évident que le molosse n'avait aucune chance. Il manquait de présence d'esprit et était trop lent. Finalement, son maître le traîna hors du champ clos, à moitié mort, tandis que Beauty Smith s'acharnait avec un gourdin sur le dos de Cro-Blanc pour lui faire lâcher prise. Il eut ensuite le paiement des paris engagés, et les dollars tintèrent en cascade dans la main de Beauty Smith. De ce jour-là, le seul désir de Cro-Blanc fut de voir des hommes se réunir autour de l'enclos, car cette réunion signifiait un combat, et combattre d'autres chiens et les mettre à mort était la seule voie qui lui restât pour extérioriser la haine débordante que Beauty Smith lui avait inculquée. Dans l'une de ces batailles, il défit successivement 3 chiens différents. Une autre fois, il affronta un loup adulte fraîchement capturé dans le wild. Il le tua. Une autre fois encore, il eut à combattre 2 chiens en même temps. Ce fut là sa bataille la plus rude. Il les tua tous les 2, mais manqua d'y rester lui-même. Il était invariablement vainqueur. Lorsque tombèrent les premières neiges de l'automne, Beauty Smith s'embarqua avec Cro-Blanc sur un vapeur qui remontait le Yukon pour aller à Dawson. Dans toute la région, Cro-Blanc était célèbre. Il était connu sous le nom du « loup combattant » dans les moindres huttes de trappeurs, et tout au long du trajet sur le fleuve, la cage où il était enfermé sur le pont fut environnée de curieux. Il grondait, ou bien couché tranquillement regardait les gens avec haine. La vie était pour lui un enfer.
Fait pour la liberté des immenses contrées vierges du Grand Nord, il était à la chaîne dans une étroite cage, en but au traitement d'un Beauty Smith, aux railleries et à la curiosité de tous ces désœuvrés qui le regardaient à travers ses barreaux, y passaient des bâtons pour le faire gronder et rier. Arrivé à Dawson, Cro-Blanc fut amené à terre toujours dans sa cage et livré à la curiosité du public. On payait 50 cents en poudre d'or le droit de le regarder. Et pour que les gens en eussent pour leur argent et que l'exhibition fût plus intéressante, on le contraignait à être sans cesse éveillé. Dès qu'il faisait mine de s'endormir, un coup de bâton pointu le réveillait. Par ailleurs, dès qu'un combat pouvait être organisé, on le sortait de sa cage et on le conduisait dans les bois à quelques milles de la ville. Cela se faisait généralement la nuit pour éviter l'intervention de la police, les combats de chiens étant interdits. À l'aube arrivaient les spectateurs et l'adversaire qu'il devait combattre. On lui donna à combattre des chiens de toutes les tailles, de toutes les races. On était en pays sauvage, les hommes étaient aussi sauvages que les chiens, la vie entière était sauvage et la majorité des duels étaient à mort. À mort pour les chiens, bien sûr, puisque Cro-Blanc combattait toujours. C'est maintenant que les ruses et les passes apprises avec les Plips et les chiens indiens lui servaient. Aucun n'était capable de le renverser. Chien du Mackenzie, Esquimau, Labrador, Husky ou Malamute, chien aboyeur et chien silencieux, aucun ne lui résistait, de même qu'aucun ne pouvait l'arracher de terre. Les spectateurs l'attendaient toujours là, mais ils étaient toujours déçus. Il était par ailleurs si rapide dans son attaque que pour éviter que les chiens ne fussent déjà mortellement atteints avant d'être en défense, on prit l'habitude de ne lâcher Cro-Blanc qu'après que son adversaire avait déjà fait ses préparatifs de combat, voire qu'après qu'il s'était déjà rué à la bataille. Peu à peu, ces duels s'espacèrent. Les propriétaires de chiens de combat se décourageaient. Beauty Smith était forcé de lui donner pour adversaire des loups adultes qu'il se procurait auprès des Indiens de la forêt qui les prenaient au piège. L'annonce d'une de ces rencontres attirait toujours beaucoup de monde. On alla jusqu'à lui faire combattre un grand lynx adulte. Cette fois, il combattit pour la vie. Le lynx le valait en rapidité et sa férocité était au moins égale à la sienne. Et tandis que le lynx combattait avec les dents et les griffes de ses 4 pattes, Cro-Blanc n'avait que ses crocs. Le combat fut effroyable, mais la victoire resta finalement d'ombre. Les rencontres cessèrent jusqu'à nouvel ordre. On avait épuisé toutes les variétés connues de combattants à lui opposer. Il redevint donc un animal à montrer dans les foires. Cela dura ainsi jusqu'au printemps, où arriva dans le pays un certain Tim Keenan, organisateur de jeux, qui amenait avec lui le premier bulldog que l'on eût vu au Klondike. Que les deux animaux dussent se mesurer en champ clos était inévitable. Durant une bonne semaine, le combat annoncé fit l'objet de toutes les conversations, dans la population spéciale qui fréquentait certains quartiers malfamés de la ville. Lorsque le duel eut lieu, Cro-Blanc, pour une fois, s'abstint d'attaquer à l'instant même. Il resta immobile, les oreilles pointées en avant, intrigué et en alerte, considérant le singulier animal qu'il avait devant lui. Il n'avait jamais vu un chien qui ressemblait à celui-ci. Tim Keenan donna une poussée au bulldog en lui disant à mi-voix « Vas-y ». Le bulldog restait au milieu de l'arène, courteau, bassot, l'air empoté. Il fit quelques pas et regarda Cro-Blanc avec intérêt de ses petits yeux enfoncés. Il y eut des encouragements de la part des spectateurs. « Vas-y, Cherokee, bouffe-le, massacre-le, Cherokee !» Mais Cherokee ne semblait guère avoir envie de se battre. Il tourna la tête vers les spectateurs et ajouta son tronçon de queue avec amabilité. Ce n'était pas qu'il eût peur de Cro-Blanc, mais il n'avait simplement pas envie de le combattre. Cette race de chien-là ne faisait pas partie de celle dont il avait l'habitude, et il attendait qu'on lui offre un autre adversaire. Tim Keenan entra dans le cercle et se mit à lui frotter les épaules en rebroussant le poil pour l'inciter à bouger. En effet, Cherokee commença à s'agacer et gronda sourdement, puis plus âprement. Comme l'irritante caresse ne cessait pas, mais au contraire s'accentuait, il éclata soudain en un aboi furieux. Cro-Blanc surveillait tout cela, grondant, et le poil hérissé en vagues sur le cou et les épaules. Lorsque, après une excitation plus vigoureuse, Tim Keenan poussa le bulldog en avant, celui-ci s'élança. Mais déjà Cro-Blanc avait frappé et sauté en arrière.
Un cri d'admiration salua cette attaque. Cro-Blanc avait fait un bond qu'on eût dit plutôt d'un chat que d'un chien. Le bouledogue avait une oreille en lambeaux et une large morsure qui faisait saigner son cou épais et court. Il n'eut pas l'air d'y faire attention et continua à marcher sur Cro-Blanc. La rapidité de l'un et son adresse, la résolution inébranlable et le courage serein de l'autre commençaient à passionner la foule. Les paris s'échangeaient avec fureur, les mises atteignaient des sommes extravagantes. Le combat continua ainsi, Cro-Blanc bondissant, frappant, se rejetant hors de portée, Cherokee le suivant en trottant, sans trop se presser, mais avec détermination, ayant de toute évidence un programme précis qu'il cherchait à remplir et une méthode pour y arriver. Le reste n'avait guère d'importance et ne devait pas entrer en ligne de compte. Cro-Blanc s'en aperçut bientôt et en fut quelque peu dérouté. Cet adversaire était vraiment bien étrange. Son poil était ras, il n'avait pas de fourrure protectrice, les dents s'enfonçaient facilement dans une chair grasse que rien ne protégeait, et le bouledogue ne semblait pas penser à s'en défendre. Il est vrai qu'il ne s'en plaignait pas non plus, et saignait sans un soupir, ce qui n'était pas moins inhabituel. Cherokee n'en était pas moins assez rapide, il pivotait même sur lui-même avec une certaine prestesse, mais Cro-Blanc était toujours ailleurs que là où il le cherchait. Il était fort perplexe lui aussi. Cherokee, n'ayant jamais combattu contre un adversaire de cet acabit, il ne cessait de danser autour de lui et de bondir à droite et à gauche, en frappant de temps en temps comme la foudre pour rebondir au loin. Cependant, le temps passait, et Cro-Blanc ne réussissait toujours pas à placer son coup mortel comme il l'aurait voulu, à la gorge. La mâchoire massive du bulldog était une protection très efficace, et il gardait sans cesse la tête baissée. Le sang de Cherokee coulait maintenant par de nombreuses blessures, son cou, sa tête étaient ensanglantés, mais il continuait à poursuivre inlassablement Cro-Blanc, qui n'avait même pas une balafre. À un moment, le bulldog s'arrêta en regardant vers son maître et agita sa courte queue en signe de bonne volonté. Puis il reprit avec ténacité sa poursuite. Brusquement, il coupa le cercle qu'ils parcouraient tous deux, l'un poursuivant l'autre, bondit de ses courtes pattes sur Cro-Blanc et tenta de le mordre à la gorge. Pour une fois, Cro-Blanc ne s'y attendait pas vraiment. L'attaque ne fut manquée que d'une fraction de seconde. Des applaudissements saluèrent l'esquive à droite de Cro-Blanc. Les choses n'évoluaient toujours pas. Cro-Blanc multipliait ses bonds et ses attaques, Cherokee secouait ce qui lui restait d'oreilles ensanglantées, s'acharnant avec la certitude définitive que tôt ou tard, il atteindrait son but. Il saignait par une centaine d'estafilades et de morsures, et même ses lèvres étaient ensanglantées, mais il ne se décourageait pas. De temps en temps, Cro-Blanc essayait de le renverser en se jetant sur lui de tout son poids, mais son épaule étant nettement plus haute que celle du bulldog, la manœuvre échouait. Désireux d'en finir, Cro-Blanc s'obstinait cependant dans cette tactique, et dans un élan plus fort passa par-dessus son adversaire et perdit pied. C'était la première fois depuis qu'il se battait en combat singulier. Il fit un magnifique panache, se retourna d'un coup de rein comme un chat, mais tomba quand même lourdement sur le côté. Il n'eut pas le temps de se remettre sur pied, les mâchoires du bulldog s'étaient refermées sur lui. La prise était trop basse pour être mortelle, mais elle était solide. Avec une colère frénétique, Cro-Blanc secoua ce poids pendu à son cou. Il se sentait prisonnier et comme serré dans les dents d'acier d'un piège. Brusquement surgit sur lui, aveugle et irrépressible, une peur panique de mourir. Il se mit à courir en rond, à virer, à tourner sur lui-même, essayant désespérément de détacher de lui ce poids de 25 kilos qui l'entraînait. Le bulldog, maintenant qu'il était arrivé à ses fins, se laissait faire avec flegme, se contentant de serrer les dents et de tenir dur. Quelquefois, il essayait de se remettre sur pied pour secouer Cro-Blanc à son tour, mais aussitôt le loup recommençait ses gambades mortelles et Cherokee se laissait de nouveau traîner, fatiguant son ennemi et tenant bon sa prise, indifférent au choc comme à toute chose. Bientôt, Cro-Blanc fut exténué. Jamais pareil désastre ne lui était arrivé. Il s'assit sur les jarrets, haletant et angoissé. Sans desserrer sa prise, le bulldog essaya de le renverser. Cro-Blanc résista, mais sentit bientôt que les mâchoires impitoyables qu'il avait saisies par un mouvement de mastication imperceptible, mais tenace et incessant,
portaient progressivement plus haut leur prise, se rapprochant patiemment de la gorge. Affolé, il mordit au hasard et de façon désordonnée le cou ras de Cherokee, là où il se rattache à l'épaule. Mais il ne fit que le déchirer pour lâcher prise ensuite. Cro-Blanc ignorait tout de la mastication de combat et de surcroît, sa mâchoire y était inadaptée. Un renversement se produisit alors dans la situation des deux adversaires. Le bulldog était parvenu à mettre Cro-Blanc sur le dos et lui était monté sur le ventre. Cro-Blanc, ramassé sur lui-même, se mit fébrilement à lui déchirer l'abdomen avec ses pattes de derrière, comme l'aurait fait un lynx. Il l'aurait infailliblement éventré si l'autre n'avait tout simplement tourné autour de son adversaire sans desserrer sa prise, de façon à se mettre hors de portée de cette attaque imprévue. Et inexorablement, dès que Cro-Blanc cessait de remuer une seconde, les mâchoires remontaient le long de la veine jugulaire. Il n'y avait plus que la peau flasque du cou et son imposante fourrure pour séparer Cro-Blanc de la mort par étranglement. Encore le bulldog, avec une capacité inimaginable, avalait-il de plus en plus de peau et de fourrure qui faisaient un énorme bourrelet dans sa gueule. L'épaisse fourrure était inattaquable à sa dentition courte, mais il avalait toujours plus de poils et de peau, et Cro-Blanc commençait à respirer avec difficulté. La victoire semblait définitivement acquise à Cherokee. Ceux qui avaient parié sur lui exultaient. Les partisans de Cro-Blanc, au contraire, découragés, refusaient des paris à 20 contre 1. C'est alors qu'on vit un homme s'avancer sur l'arène, Beauty Smith. Il tendit le doigt vers Cro-Blanc et éclata d'un rire méprisant, et éclatant, le montrant du doigt. L'effet de ce traitement ne se fit pas attendre. Cro-Blanc vit rouge et, rappelant en lui toute son énergie et sa haine, réussit à se remettre sur pattes. Mais après avoir encore traîné autour de l'enclos, le poids du chien pendu à sa gorge, sa rage tourna en panique, et butant, trébuchant, se relevant, il se battit de façon désordonnée, et comme un fou, non plus pour vaincre, mais bien pour sauver sa vie. Lorsque, à bout de force, il tomba de nouveau à la renverse, le bulldog en profita pour engloutir encore un peu de peau et de poils. L'étranglement complet n'était pas loin. Des cris et des applaudissements s'élevèrent. « Cherokee! Cherokee !» On saluait le vainqueur. Cherokee ne se laissa pas détourner de son travail. Il agita son tronçon de queue en signe de bonne humeur et de reconnaissance, mais n'abandonna pas pour autant sa mastication. Là-dessus, on entendit un grand bruit de grelots mêlé aux abois de chiens de traîneau. Les spectateurs tournèrent la tête avec inquiétude, craignant l'apparition de la police. Ce n'était pas la police. Le traîneau venait de la direction opposée au fort et les deux hommes qui le montaient rentraient sans doute de quelque randonnée de prospection. En apercevant la foule, ils arrêtèrent leur attelage et vinrent voir quel était le motif de ce rassemblement. Celui qui conduisait le traîneau avait une forte moustache et paraissait plus âgé que son compagnon, un grand type jeune et rasé, empourpré par le vent vif et glacé qui lui avait fait fouetter le visage durant la course. Cro-Blanc avait cessé de lutter et était en train de mourir. Quelques spasmes inconscients indiquaient seuls que la vie ne l'avait pas encore quitté tout à fait. Beauty Smith, consterné, n'avait pas quitté des yeux son champion. Lorsqu'il vit que les yeux de Cro-Blanc commençaient à se révulser et que tout espoir de victoire était vraiment perdu, la barbarie bestiale qui faisait le fond de son caractère l'emporta sur le peu de raison qui lui restait, et hors de lui, il se précipita dans l'arène et commença à frapper sauvagement Cro-Blanc à coups de souliers ferrés. Il y eut des protestations et des sifflets, mais personne ne bougea pour faire cesser ce scandale. Beauty Smith s'acharnait sur le jeune loup, agonisant, lorsqu'il y eut un remous dans la foule. Le jeune homme rasé se frayait sans ménagement un passage à coups de coude à travers les spectateurs et s'élançait à son tour sur la piste. Beauty Smith avait un pied en l'air et prenait son élan pour envoyer un coup dans les côtes du loup vaincu, lorsque le grand type profita de cette situation instable pour appliquer un maître coup de poing dans la face bestiale du cuisinier de Fort Yukon. Cueilli en pleine figure, Beauty Smith fit une cabriole en l'air et retomba de tout son long sur la neige. Tourné vers la foule sidérée, le jeune homme apostrophait les spectateurs. « Tas de brutes! Tas de lâches !» Ses yeux gris acier brillaient de colère. Beauty Smith, s'étant remis debout, s'approcha en reniflant.
Le nouveau venu, ignorant la lâcheté du personnage et pensant que Beauty voulait se battre, se hâta de lui écraser la figure d'un nouveau coup de poing en disant « Espèce de brute !» Cette fois, Beauty Smith jugea que la neige était à ce moment-là l'endroit le moins dangereux pour lui, et resta là où il était sans essayer de se relever. « Viens m'aider, Matt !» appela le jeune homme. Le moustachu accourut. Les deux hommes se penchèrent, Matt tenant dans ses bras le corps inconscient de Cro-Blanc, tandis que l'autre essayait de desserrer l'étau des dents de Cherokee. Mais celui-ci ne l'entendait pas ainsi, et ne desserrait pas les dents. La foule commença à gronder, certains protestèrent qu'on venait les déranger dans leur plaisir. Le regard du jeune homme les faisait taire à tour de rôle. « Tous vos efforts ne servent à rien, monsieur Scott, dit Matt à la fin. Nous ne pourrons les séparer en nous y prenant comme cela. Il peut mourir d'un instant à l'autre, répondit Scott. Il ne saigne pas beaucoup, mais le bulldog a encore remonté sa prise. La foule commença à blaguer, lui donnant des conseils ridicules qui faisaient rire. Scott fouilla alors dans l'étui qui pendait à sa ceinture et en tira un long revolver dont il essaya d'introduire le canon entre les dents du bulldog. Il y allait de si bon cœur que l'on entendait distinctement l'acier crisser contre les dents de Cherokee. Tim Keenan s'avança à son tour et toucha l'épaule de Scott en disant d'un ton grave « Ne brisez pas ses dents, étranger !»« Vous préférez que je lui casse la tête ?» demanda Scott en continuant son mouvement de levier avec le canon du revolver. « J'ai dit « Ne brisez pas ses dents !» répéta le patron de Cherokee d'un ton encore plus solennel. Mais Scott ne se laissa pas impressionner par ce bluff. Il leva les yeux vers son interlocuteur et lui demanda brièvement « Ton chien ?» Tim Keenan émit un grognement affirmatif. « Alors prends ma place et fais-lui lâcher prise. » Tim Keenan riposta. « Étranger, je n'ai pas pour habitude de me mêler de ce dont je suis incapable. Nul ne peut ouvrir cet étau. »« Alors débarrasse le plancher et ne m'embête pas, » répliqua le jeune homme. Il avait déjà réussi à introduire le canon d'un côté de la gueule de Cherokee, lequel comprenait fort bien ce qu'on voulait de lui, mais estimait être strictement dans son droit en étranglant son ennemi qu'il avait vaincu en combat loyal. Cependant, Scott manœuvra tant et si bien qu'il parvint à faire ressortir le canon du revolver de l'autre côté de la gueule du bulldog. Alors, par un lent mouvement de levier, il desserra peu à peu les dents. Matt sortait au fur et à mesure de la gueule entr'ouverte le bourrelet de poils et de peau de Cro-Blanc. « Prépare-toi à prendre ton chien !» jeta Scott à Keenan qui était demeuré à côté sans parler. Keenan obéit et saisit vigoureusement le bulldog par la peau du cou, alors qu'une dernière pesée lui faisait enfin lâcher la prise. L'animal, furieux d'être frustré de sa victoire, se débattait avec vigueur. Tim Keenan et Cherokee, celui-ci difficilement entraîné par son maître, s'éloignèrent et se perdirent dans la foule. Cro-Blanc essaya de se relever, mais il s'affaissa comme un sac, les yeux révulsés, la langue gonflée et pendante. Matt l'examina. Il est presque à bout, mais il respire encore. Beauty Smith, qui s'était relevé, s'approcha, l'air sournois. « Matt, » demanda le grand type, « combien vend ton bon chien de traîneau ?» Matt réfléchit une seconde et déclara, encore agenouillé sur Cro-Blanc. « $300. » « Et pour un chien en compote comme celui-ci ?»« La moitié, à peu près. » Scott se retourna vers Beauty Smith. « Tu entends, monsieur la brute, je prends ton chien et je te donne $150. » Il prit son portefeuille et compta l'argent. Mais Beauty Smith, l'air buté, croisa ses mains derrière son dos. « Je suis pas vendeur, » déclara-t-il avec suffisance. « Oh, si tu l'es, pour la bonne raison que moi, je suis acheteur. Voilà ton argent, le chien est à moi. » Beauty Smith recula, les mains toujours derrière le dos. Scott s'avança vers lui, les dollars d'une main, l'autre levé prêt à frapper. Beauty Smith se courba devant la menace. « J'ai mes droits !» gémit-il. « Tu as outrepassé tes droits, tu n'en as plus. Qu'est-ce que tu préfères, l'argent ou mon poing dans la figure ?»« C'est bon, » dit Beauty Smith en rechignant. « Je prends l'argent, mais je proteste. Je suis volé. Le chien est à moi. Un homme a ses droits. »« Exact, » dit Scott. « Un homme a ses droits. Mais toi, tu n'es pas un homme. Tu n'es qu'une sale brute. »« Attendez que je revienne à Dawson. J'aurai la loi pour moi. »« Sûr. Et la prison tout entière pour toi.
La police adore les combats de chiens. D'ailleurs, si tu dis un mot, je te fais expulser de la ville dans les 2 heures. Compris? Un grognement fut la réponse. Compris? hurla Scott soudain en colère. Ouais, grogna Botti en se reculant. Oui, qui? dit Scott le poing levé. Oui, monsieur, bredouilla Beauty Smith. Gare! Il va mordre! Cria quelqu'un dans la foule, et des éclats de rire s'élevèrent. Beauty se fondit dans la foule. Scott, tournant le dos, s'en vint aider Matt qui transportait Cro-Blanc sur le traîneau. Dans un groupe, Tim Keenan demandait « Qui est ce type-là » ? « C'est Weedon Scott, répondit quelqu'un. « Et qui est Weedon Scott alors, sacrebleu ?»« Un de ces crâneurs d'ingénieurs des mines. Il est au mieux avec tous les gros bonnets de Dawson. Si vous n'aimez pas les ennuis, vous feriez bien de ne pas l'embêter. Ça, je vous le dis. Le commissaire alors est son meilleur ami, et il connaît tous les fonctionnaires fédéraux du coin. » Je me doutais bien que ce n'était pas le premier venu, dit Tim Keenan avec suffisance. C'est pour cela que je l'ai ménagé. Fin du chapitre 17.